Bonjour et bienvenue dans Ah, encore ces histoires de bonnes femmes. Je suis Laurence Perrault, animatrice radio et télévision. J'ai toujours tendu mon micro aux autres et pensé que partager nos histoires de vie peut nous aider. Quelques-unes d'entre elles, heureuses ou malheureuses, sont à l'origine de questions, d'interrogations et de doutes. Ah, encore ces histoires de bonnes femmes propose d'écouter les femmes de plus de 50 ans. Pourquoi ? Parce que 50 ans est un nouvel âge charnière dans la vie d'une femme. 50 ans et plus, c'est un âge bouleversant. Ah, encore ces histoires de bonnes femmes, les mardis à 18h. Chaque semaine, une femme vient se livrer. Elle nous raconte l'un des événements qu'elle a vécu depuis qu'elle a eu 50 ans et nous invite à partager les doutes et les interrogations qui ont suivi. Chaque semaine, c'est un ou une spécialiste qui est invitée à décrypter ces questionnements. Aujourd'hui, c'est Caroline qui se raconte et Sabrina Philippe, psychologue et auteure de nombreux livres, qui nous offre son écoute et son expertise. La rencontre. Je m'appelle Caroline, j'ai 51 ans, j'habite à Palaiseau. Caroline, bonjour. Bonjour. Il y a une histoire qui vous a posé question, qui a créé des doutes chez vous par rapport à ce passage de vie ? Oui, parce que mes 50 ans, je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai eu 50 ans donc en février 2022. J'appréhendais un petit peu cet âge-là en me disant, bon, déjà 50 ans, c'est déjà arrivé, mais j'étais très heureuse. Et en juin 2022, on me découvre, après une mammographie, donc un cancer du sein. Ça a été un peu le choc, je ne m'y attendais pas. C'était prévu, je devais faire une mammographie dans l'année, il n'y avait pas du tout de soucis autour de ça. Ma gynécologue n'avait rien vu, je n'ai pas d'antécédents, donc ça a été un vrai choc. Comment faire face à tout ça ? C'est vraiment un âge qui restera en mémoire toujours, 50 ans. J'avais un peu mis toutes les forces de mon côté en me disant je vais avoir 50 ans, c'est l'âge de la maturité, je vais démarrer dans mon métier, à m'ouvrir, m'épanouir. Et j'ai eu l'impression d'être freinée et de devoir affronter une épreuve. Ça a été vraiment difficile, notamment que c'est une épreuve du corps. Et on n'est déjà pas très à l'aise avec son corps à 50 ans parce qu'on ne le voit pas vieillir et on est toujours étonné. Et alors là, du coup... il m'a renvoyé quelque chose de très négatif, ce corps, et c'était très dur de l'apprivoiser. Est-ce que si ce cancer avait été détecté alors que vous n'aviez que 40 ans ou 30 ans, vous pensez que vous l'auriez vraiment vécu différemment ? Est-ce que cet âge des 50 ans et plus est à ce point important dans cette découverte ? Ah oui, c'est une bonne question. J'ai jamais pensé... je pense que c'est très difficile parce que quand on me pose cette question, je pense tout de suite à ces femmes qui justement l'ont détecté plus jeune. Et je sais que quand on le détecte plus jeune, c'est encore une épreuve encore plus difficile à passer parce que je crois qu'il y a plus de difficultés. C'est vrai que j'ai eu mon deuxième enfant, moi, assez tard, à 42 ans. Je pense que si on l'avait détecté à 40 ans, j'aurais peut-être pas eu de deuxième enfant, justement. Parce que la grande peur, c'est pour soi d'abord et aussi pour ses enfants, en fait. Vous vous êtes battu contre ce cancer, en tout cas le protocole a eu lieu. Aujourd'hui, on en est où ? Ça va beaucoup mieux, le protocole a eu lieu et ça a été très compliqué parce que on n'arrive pas du tout à être forte parce qu'on subit tout. Au départ, ça devait être juste une intervention, c'était rien et suite à l'opération, on a découvert un métastase. Donc il y a eu tout le protocole, chimiothérapie, radiothérapie qui n'était pas prévu. En plus, j'ai dû annuler un voyage très important pour mon travail. Donc voilà, tout ça donne l'impression d'être embarqué dans un voyage interminable. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Et justement, avec le recul, je me dis, c'est quand même bien que j'ai accepté, en fait. Accepter quoi ? Accepter, parce que ce que je n'acceptais pas, c'est d'être une femme malade. Je n'acceptais pas du tout cette image de moi. J'ai toujours pensé être quelqu'un avec un physique fort. Et en plus, la chimiothérapie, on est quand même très rabaissé au niveau du physique, avec les cheveux, la féminité. En fait, je crois que j'ai accepté uniquement par l'aide d'une personne qui, d'un seul coup, m'a simplement dit « La chimiothérapie, si tu la fais pas pour toi, tu la fais pour tes enfants. » Et là, ça a quand même déclenché quelque chose. Et là, je me suis dit « Bon, je vais y aller. » Vous avez changé, Caroline ? Oui, je pense que j'ai changé. J'ai changé, c'est pas mon rapport à la mort, parce qu'étrangement, je trouve que c'est pas particulièrement la mort qui fait peur, c'est la douleur, l'intrusion. C'est intrusif, le monde médical pour le corps. En plus, c'est des parties très sensibles, voilà. C'était terrible pour moi. Et je pense que, je me suis un petit peu endurcie au niveau douleur, et j'ai compris que ça pouvait être passager. Cette période, vous avez eu des grosses interrogations, des gros doutes ?
sur vous, votre vie, le passage de vie que vous aviez eu avant, demain? Oui. Et les doutes, alors un doute que vraiment j'avais presque honte de me l'affirmer, c'est que il m'est passé des choses par la tête, des questions comme qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Après je me disais mais c'est horrible, c'est pas du tout une punition, mais on pense à ça, on se dit mais pourquoi maintenant, pourquoi moi? Il faut dépasser ça en fait, il faut pas penser que c'est une punition, faut presque accepter pleinement, presque accepter aussi de vivre cette chose. Parce qu'en fait, je n'y arrivais pas à partir du moment où je voulais constamment me cacher, en fait. Je n'avais qu'une idée, c'était partir en forêt, me cacher, me mettre dans un trou, que personne ne me voit, et que d'un seul coup, j'en ressortirais. Mais en fait, non, c'est un peu comme toute chose dans la vie, il faut quand même le vivre. Comme on vit les choses positives, il faut aussi vivre la douleur. Et votre rapport à votre corps aujourd'hui, après une opération, après la chimio, à 51 ans? Alors c'est compliqué parce qu'en plus je suis sous hormonothérapie, donc ça va à peu près, mais c'est un petit peu, genre je sais pas si c'est dû à ça, mais en tout cas petit à petit je le retrouve parce que j'ai eu longtemps en fait une sorte de peur d'avoir mal et mon corps était fragilisé, donc peur aussi avec l'autre, peur aussi des relations. Voilà, toujours peur d'être bousculée et tout. Et puis je n'aimais pas du tout être dans cette sensation-là. C'était pas du tout moi. Moi qui avais cette impression d'être quelqu'un de jeune, de vaillant. Avoir peur d'être bousculée, ça m'a choquée en fait. Mais bon, maintenant, et étrangement, c'est avec ma kiné en fait, en faisant de la kinésithérapie, parce que j'ai une parole aussi avec elle. Et ça m'aide beaucoup. C'est vraiment ce qui m'a le plus aidé. Parce que je reconnais que le monde médical, c'est un peu dur. Les oncologues sont un peu froides et c'est pas facile de parler du corps. Personne nous touche ou on nous touche uniquement pour une intervention. Il n'y a pas du tout à part les infirmières, que je dois reconnaître qui savent donner la main. Mais sans cela, c'est très très difficile ça. Comment allez-vous aujourd'hui, Caroline? Beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Et puis j'ai cette chance d'avoir un métier, comme je suis peintre, c'est un métier qui peut soulever les morts, quoi, où on peut ressortir de tout. Parce que c'est un métier où j'apprends à me concentrer sur autre chose que sur moi-même. J'apprends à voir les choses en plus grand. Donc ça, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conversation. Bonjour, je suis Sabrina Philippe, psychologue, auteure de romans et d'essais. Sabrina Philippe, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue depuis combien de temps? J'ai été diplômée il y a maintenant plusieurs années. Je suis psychologue clinicienne, mais j'ai travaillé dans différents domaines. J'ai pas fait que de la psychologie, j'ai travaillé beaucoup pour la télévision, pour la radio, où j'étais aussi psychologue, mais quelque part un métier de psychologue communicante. J'avais à cœur de démocratiser la psychologie et aujourd'hui c'est chose faite. Mais il y a encore quelques années, c'était pas le cas. C'était assez nébuleux. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la psychologie? Je cherchais un métier où on ne faisait pas que gagner de l'argent et où on pourrait avoir le sentiment à la fin de la journée qu'on avait œuvré pour ce monde. Évidemment, l'esprit, la personnalité, l'esprit humain. J'ai toujours écrit, donc j'écrivais déjà petite fille, donc je m'interrogeais sur le monde qui m'entourait, sur ceux que je rencontrais et comment ils fonctionnaient. Parmi les grandes rencontres que vous avez faites, y en a-t-il certaines qui vous ont beaucoup marqué? Oui, il y en a eu plusieurs qui m'ont marqué. La personne à qui je pense aujourd'hui, c'est Jean-Luc Delarue, avec qui j'ai travaillé plusieurs années et qui a été vraiment pour moi un mentor. Il m'a appris tellement de choses. Évidemment sur la télévision, sur ce qu'on tournait, mais aussi humainement. Et voilà, c'était un homme extrêmement érudit, très intelligent. Et ça a été un bonheur de le côtoyer. Qu'est-ce qui vous a appris? Vous disiez tellement de choses. Un exemple ou deux? Sa façon de réfléchir, en fait, d'une façon assez novatrice. Il avait toujours beaucoup d'idées. Et ça m'a permis, moi, de libérer une certaine créativité. Et quand j'ai écrit ce premier roman, j'ai pensé à lui. Je me suis dit, quel dommage qu'il soit plus là pour pouvoir le lire. Comment vous travaillez, Sabrina Philippe? Quand on vient vous voir, comment se passe une séance?
Je dirais quand on venait me voir, puisque aujourd'hui je me destine plus à être auteur. Quand on venait me voir, j'avais à cœur évidemment d'être dans une très grande écoute de cet autre. C'est pour ça d'ailleurs que les consultations sont parfois si épuisantes. C'est que pour que l'autre puisse se sentir compris, il faut aller chercher aussi des choses au cœur de soi. Pour être dans cette résonance, pour comprendre vraiment ce qui se passe pour le patient. Et ça, c'est très fatigant. En fait, c'est pas juste une écoute, c'est en tout cas moi c'est comme ça que j'ai toujours travaillé, une quasi-connexion avec l'autre, avec cet autre. Voilà, une présence en tout cas, une véritable présence de tous les instants. Est-ce que vous avez une spécialité, n'est pas le mot, on va dire des sujets qui vous portaient plus que d'autres ? J'ai beaucoup travaillé avec le couple, puisque je faisais beaucoup d'émissions autour du couple, autour de l'amour, du célibat aussi. Donc j'ai beaucoup travaillé ces sujets-là, mais j'ai aussi travaillé des traumas. Aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus compliqué, y compris financièrement. Les personnes qui viennent consulter, c'est qu'elles en ont vraiment besoin. On n'est plus comme il y a 20 ans, 25 ans. Non, c'est une espèce de thérapie de confort. Les personnes qui viennent, ce sont des personnes qui ont des réelles épreuves à traverser, des dysfonctionnements majeurs dans leur vie, et donc souvent des problématiques qui peuvent s'avérer assez lourdes. Donc il y a un vrai travail à faire, on est là pour bosser. La psychologie peut vraiment répondre à ces attentes, elle peut être une réponse aux problèmes de nos vies, elle peut être notre guérisseur, entre guillemets. Oui, mais il faut s'attacher au concret. C'est-à-dire que ma façon de travailler n'a jamais été détachée du concret. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la vie du patient ? Parce que le discours, nous, on peut tous parler, on peut tous se raconter plein de choses. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Quand une personne vous dit qu'elle va mieux, mais finalement qu'elle est toujours seule, qu'il ne s'est rien passé, quand elle vous dit qu'elle va mieux, mais qu'elle continue un travail qui ne lui correspond pas du tout et qui la rend malade, on est en droit de se demander, en fait, est-ce que réellement ça va mieux ? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui se sont transformés ou pas ? Donc le rapport qu'on a au réel est fondamental. Fondamental parce que c'est lui qui nous renseigne sur ce qui se passe réellement dans l'esprit du patient. Alors, très réellement, je vais vous offrir maintenant le témoignage de Caroline et je vous propose de réagir quand vous en avez envie en l'écoutant. Êtes-vous d'accord ? Évidemment, d'accord ? Voilà, les présentations sont faites. Caroline qui nous offre avec beaucoup de confiance et d'honnêteté son passage de vie de femme frappée par le cancer du sein et Sabrina Philippe, psychologue. Si nous avons déjà rencontré Caroline, Sabrina, elle, n'a pas encore entendu son témoignage. À partir de maintenant, je vous propose de le réécouter ensemble et de laisser Sabrina réagir à chaque fois qu'elle le désire. Ah, encore ces histoires de bonnes femmes. Caroline, il y a une histoire de passage de vie qui vous a créé des doutes ? Oui, parce que mes 50 ans, je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai eu 50 ans donc en février 2022. J'appréhendais un petit peu cet âge-là en me disant, bon, déjà 50 ans, c'est déjà arrivé, mais j'étais très heureuse. Et en juin 2022, on me découvre, après une mammographie, donc un cancer du sein. Ça a été un peu le choc, je ne m'y attendais pas. C'était prévu, je devais faire une mammographie dans l'année, il n'y avait pas du tout de soucis autour de ça. Ma gynécologue n'avait rien vu, je n'ai pas d'antécédents, donc ça a été un vrai choc. Comment faire face à tout ça ? C'est vraiment un âge qui restera en mémoire toujours. C'est intéressant que Caroline puisse en parler comme ça parce que c'est une réalité. L'annonce de la maladie est une réelle épreuve. C'est comme si, en effet, la vie s'arrêtait. Il y a toujours cette notion d'arrêt, comme si on était lancé dans un train à grande vitesse dans nos vies et que d'un seul coup, le train s'arrête, que plus rien ne pouvait se poursuivre. Et c'est important qu'elle puisse le dire comme ça parce que c'est ce que vivent tous les patients qui doivent traverser la maladie. L'annonce et le diagnostic, c'est toujours un arrêt. C'est d'abord un arrêt avant qu'il puisse y avoir une quelconque reprise. Elle parle même de choc. Mais c'en est un. C'en est un pour chacun qui a traversé cette épreuve-là. Ça l'est uniquement pour la personne qui va le vivre ou si elle est accompagnée, ça peut l'être aussi, ce choc, cet arrêt pour celui ou celle qui accompagne. Mais c'est toujours un choc aussi pour l'entourage. Et d'autant que l'on parle ici d'une maladie, le cancer, qui a une connotation terrible et qui fait peur à chacun de nous. J'avais un peu mis toutes les forces de mon côté en me disant je vais avoir 50 ans, c'est l'âge de la maturité, je vais démarrer dans mon métier à m'ouvrir, m'épanouir. Et j'ai eu l'impression d'être freinée et de devoir affronter une épreuve. Ça a été vraiment difficile, notamment que c'est une épreuve du corps. Et on n'est déjà pas très à l'aise avec son corps à 50 ans parce qu'on ne le voit pas vieillir et on est toujours étonné. Et alors là, du coup,
il m'a renvoyé quelque chose de très négatif, ce corps, et c'était très dur de l'apprivoiser. Oui, ce rapport au corps, il est aussi important. C'est-à-dire que, en effet, à 50 ans, on a un corps qui se modifie, qui est difficile à accepter bien souvent pour la femme. Il ne ressemble plus à ce corps de jeune fille qu'on avait pu avoir et avec lequel on a vécu. Et ces modifications, notamment des modifications hormonales aussi, qui font que souvent il peut y avoir une prise de poids, mais de toute façon, même s'il n'y a pas de prise de poids, il y a une répartition aussi des muscles, de la graisse qui est totalement différente. Donc c'est difficile à appréhender. Évidemment, avec l'annonce de cette maladie, c'est encore plus difficile à appréhender. C'est-à-dire que ce corps qui a été souvent un allié de jeunesse devient quasiment un ennemi. Il y a de toute façon un rapport à 50 ans, je le sais pour les avoir passés, où on se dit « Ok, combien de temps il me reste à vivre ?» Et certainement moins que ce que j'ai vécu. Il y a un basculement, alors je ne dis pas qu'on ne peut pas être centenaire, mais il y a une sorte de basculement déjà au niveau du temps. D'autant plus quand il y a une annonce comme celle-là. C'est-à-dire combien de temps ? Le rapport au temps change à 50 ans. Caroline, vous vous êtes battue contre ce cancer, en tout cas le protocole a eu lieu. Aujourd'hui, on en est où ? Ça va beaucoup mieux. Le protocole a eu lieu et ça a été très compliqué parce que on n'arrive pas du tout à être forte parce qu'on subit tout. Au départ, ça devait être juste une intervention, c'était rien. Et suite à l'opération, on a découvert un métastase. Donc il y a eu tout le protocole, chimiothérapie, radiothérapie, qui n'était pas prévu. En plus, j'ai dû annuler un voyage très important pour mon travail. Donc voilà, tout ça donne l'impression d'être embarqué dans un voyage interminable. Ouais, c'est vraiment bien que Caroline puisse l'évoquer de cette façon, parce que souvent l'entrée dans la maladie, c'est un tunnel, et on ne sait pas quels vont être les méandres de ce tunnel. Ça arrive très souvent que les annonces qui sont faites au début, qui sont là pour rassurer aussi, en disant voilà, on va faire une opération, il y aura peut-être un peu de radiothérapie, se transforment finalement en protocole beaucoup plus lourd que ce qui a été prévu. Et puis surtout, évidemment, les médecins ne savent pas ce qu'ils vont trouver. Et ça peut paraître comme ça, comme un tunnel interminable. On a l'impression que ça ne s'arrête pas, qu'il n'y aura pas de fin, et qui est très fatigant aussi. C'est pas un sprint, la maladie. C'est une course de fond. Et dans une course de fond, il y a des bas, il y a des moments où on s'épuise. Il y a de l'épuisement aussi dans ces annonces qui peuvent être faites à des intervalles différents. Et c'est important de pouvoir le dire, ça. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Et justement, avec le recul, je me dis, c'est quand même bien que j'ai accepté, en fait. Accepter quoi ? Accepter, parce que ce que je n'acceptais pas, c'est d'être une femme malade. Je n'acceptais pas du tout cette image de moi. J'ai toujours pensé être quelqu'un avec un physique fort. Et en plus, la chimiothérapie, on est quand même très rabaissé au niveau du physique, avec les cheveux, la féminité. En fait, je crois que j'ai accepté uniquement par l'aide d'une personne qui, d'un seul coup, m'a simplement dit « La chimiothérapie, si tu la fais pas pour toi, tu la fais pour tes enfants. » Et là, ça a quand même déclenché quelque chose. Et là, je me suis dit « Bon, je vais y aller. » Là aussi, se voir comme quelqu'un de malade, c'est compliqué. Et bien souvent, c'est une espèce comme ça de bascule permanente entre le fait de se dire « mais je suis malade, mais ma maladie ne me définit pas. Donc je ne suis pas que malade, mais je suis malade quand même. » Et ces ruminations-là sont extrêmement fatigantes pour le patient, qui deal un peu avec la vie. Et c'est très bien dit ici par Caroline, parce que s'accepter dans un corps qui peut paraître à un certain moment défaillant, c'est compliqué. Et c'est vécu au quotidien. Alors il faut garder évidemment une certaine dose d'optimisme et d'espoir, mais il faut entendre aussi cette parole-là, qui est salvatrice pour les femmes et pour les hommes qui sont malades, parce que tout le monde ne le vit pas de façon ultra positive, et c'est important d'insister aussi là-dessus. Elle parle d'acceptation. Oui, accepter. Mais là encore, accepter d'être malade, c'est compliqué, sans se définir par cette maladie uniquement. Mais je vous dis, c'est un fil ténu sur lequel le patient marche là. Vous avez changé, Caroline ? Oui, je pense que j'ai changé. J'ai changé, c'est pas mon rapport à la mort, parce qu'étrangement, je trouve que c'est pas particulièrement la mort qui fait peur, c'est la douleur, l'intrusion. C'est intrusif, le monde médical, pour le corps. En plus, c'est des parties très sensibles. C'était terrible pour moi. Et je pense que, je me suis un petit peu endurcie au niveau douleur, et j'ai compris que ça pouvait être passager.
Et votre rapport à votre corps aujourd'hui, après une opération, après la chimio, à 51 ans? Alors c'est compliqué parce qu'en plus je suis sous hormonothérapie, donc ça va à peu près. Mais en tout cas, petit à petit je le retrouve parce que j'ai eu longtemps une sorte de peur d'avoir mal et mon corps était fragilisé. Donc peur aussi avec l'autre, peur aussi des relations, voilà, toujours peur d'être bousculée et tout. Et puis je n'aimais pas du tout être dans cette sensation-là, c'était pas du tout moi. Moi qui avais cette impression d'être quelqu'un de jeune, de vaillant. Avoir peur d'être bousculée, ça m'a choquée en fait. Mais bon. Et l'impression de la jeunesse, ça c'est important aussi, ce rapport au corps qui change. Un corps dont on peut avoir peur de ses réactions aussi. Le corps qui n'est plus fiable comme il l'a pu l'être, qui concerne de toute façon toute personne qui va prendre de l'âge, parce que il n'y a pas seulement que dans la maladie, où on a évidemment en prenant de l'âge des difficultés avec ce corps qui manifeste des dysfonctionnements divers et variés dont on n'avait pas l'habitude et qu'il faut apprivoiser. Et ça, c'est compliqué, ça c'est difficile. Et c'est l'épreuve aussi de savoir surpasser ça à chaque fois, comme une course de haies, où on se dit ah bah ça va, ça y est, je sais faire avec. Et puis il y a une autre haie qui se présente bien souvent. Ah bah il va falloir savoir faire avec ça aussi. Et tout ça c'est un apprentissage. Parfois je me demande si c'est pas un apprentissage aussi pour apprendre à laisser cette matérialité aussi, qui caractérise beaucoup nos vies avant 50 ans, qui est beaucoup moins présente souvent après 50 ans. Et le corps fait partie de cette matérialité. Donc, laisser l'apparence un peu plus. Je dis pas qu'il faut pas prendre soin de soi, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais de laisser cette espèce de perfection de la jeunesse avec laquelle on a dealé pendant tant d'années. Maintenant, et étrangement, avec ma kiné, en fait, en faisant de la kinésithérapie, parce que j'ai une parole aussi avec elle, ça m'aide beaucoup. C'est vraiment ce qui m'a le plus aidée. Parce que je reconnais que le monde médical, c'est un peu dur. Les oncologues sont un peu froides. C'est pas facile de parler du corps. Personne nous touche ou on nous touche uniquement pour une intervention. À part les infirmières qui savent donner la main. Mais sans cela, c'est très très difficile ça. C'est intéressant parce que Caroline, elle dit qu'elle a une parole avec sa kinésithérapeute. La place de la parole est fondamentale. Alors ça peut être en effet chez un psychologue, ça peut être avec un autre soignant comme une kiné. Mais pouvoir dire ses doutes, pouvoir quitter aussi parfois cet habit qu'on nous oblige à porter. Ces femmes et ces hommes qui n'ont peur de rien, qui vont tout traverser, qu'on nous oblige à porter aussi ou qu'on s'oblige à porter pour la famille. Parce que lorsque vous êtes malade, il faut pouvoir montrer à votre famille pour qu'ils s'inquiètent moins, que tout va aller bien, que vous tenez le coup, que ça va, que vous êtes une guerrière. Évidemment, vous le faites par amour pour ceux qui vous sont proches. Mais qu'il est dur, ce rôle-là. Et pouvoir le lâcher face à quelqu'un, c'est fondamental. Comment allez-vous aujourd'hui, Caroline ? Beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Et puis j'ai cette chance d'avoir un métier, comme je suis peintre, c'est un métier qui peut soulever les morts, où on peut ressortir de tout. Parce que c'est un métier où j'apprends à me concentrer sur autre chose que sur moi-même. J'apprends à voir les choses en plus grand. Donc ça, c'est très bien. C'est joli voir les choses en plus grand. C'est joli. Et c'est une jolie façon de dire qu'en effet, en se décentrant, quand c'est possible, parce que le corps nous ramène à nous. La douleur nous ramène à nous. Quand vous avez mal, vous ne pouvez pas penser à autre chose. Mais c'est joli, cette prise de distance qu'elle peut avoir grâce à son métier. Et qui bien souvent est salvateur pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se décentre, ça crée une respiration entre soi et soi. On arrive à la fin du témoignage de Caroline. Sabrina, si on devait résumer ce que vous avez envie de passer comme message par rapport à ce type de témoignage. Je pense qu'il faut faire attention, lorsqu'on traverse des épreuves comme celle-là, à s'éloigner de communication ultra positive, comme on peut trouver aujourd'hui beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est notre époque, On est dans une communication très positive tout le temps, qui peut être très culpabilisante pour les patients. Voilà. Parce que la réalité, elle est tout autre. Qui n'a pas peur ? Qui n'aurait pas peur ? Qui n'aurait pas des doutes ? Qui ne se poserait pas des milliards de questions face à une telle annonce ? Face à ces traitements qui sont très invasifs ?
Et je pense qu'il faut retrouver notre humanité. Et notre humanité, c'est aussi de passer par la peur, par les pleurs, par les doutes, par les ras-le-bol. Et ça existe. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à cette communication. Il faut s'en éloigner parce que ça peut être très néfaste pour les patients en se disant « Mais pourquoi moi j'y arrive pas ? Pourquoi je suis pas une guerrière ? Pourquoi c'est si compliqué pour moi ?» Merci beaucoup Sabrina Philippe. Merci. Est-ce que l'on peut vous contacter ? Est-ce que l'on peut vous écrire ? On peut m'écrire et on peut me lire aussi. Où est-ce que l'on vous écrit ? Sur mon site, il y a une petite interface pour ça, ou sur les réseaux sociaux où je suis. Et puis me lire, bien évidemment. Prochain livre ? Justement, le prochain livre parlera de maladie aussi, de désir de vie, de s'en sortir. Il s'appelle « Mes derniers mots seront pour toi » et c'est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, bonne journée. Voici le moment de nous quitter. L'épisode consacré à l'histoire de Caroline, qui a généré ses questions et ses doutes, est terminé. Un grand merci à elle, qui s'est livrée en toute confiance, et à Sabrina Philippe, psychologue, qui nous a apporté son écoute et ses compétences pour décrypter ce type de situation. Avec sincérité, j'espère que cet épisode vous aura aidé et apporté des clés pour ouvrir toutes vos portes. Pour joindre Sabrina Philippe, je vous invite tout simplement à visiter son site et prendre contact avec elle. Quant à vous, si vous voulez également me raconter votre histoire, un passage de votre vie depuis que vous avez 50 ans qui vous bouscule, vous crée des interrogations, écrivez-moi sur la page Facebook de Encore ces histoires de bonnes femmes. À mardi prochain pour une nouvelle histoire de bonnes femmes. Encore ces histoires de bonnes femmes, c'est tous les mardis à 18h.